Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au LBIA. C'est la toute première édition de cette nouvelle année 2020. Homo sum, disent les latinistes, pour dire je suis homme. Humanil, rien de ce qui est humain. Ame alieno mon puto, nommé étranger. Je suis homme, et donc rien de ce qui est humain, nommé étranger. C'est cela, certainement, ce que vous dites au sujet du LBIA, parce que nous y évoquons tous les problèmes qui concernent la vie humaine, que ce soit sur le plan politique, économique, social et sportif. En tout cas, vous n'êtes pas certainement de l'avis de ceux qui pensent que le LBIA n'aborde que les questions politiques. Nous vous avons apporté la preuve tout au long de 2019. Nous abordons tous les domaines qui intéressent l'actualité, puisque nous en sommes à cette toute première édition de 2020. Nous saisissons la balle au bon pour former à votre endroit les vœux les meilleurs de santé, de longévité et de prospérité. Trois vœux majeurs pour dire que si on n'a pas la vie, on ne peut pas entreprendre. On peut avoir la vie, mais si on a une santé patraque, on ne peut pas bien travailler. On peut avoir la vie, la bonne santé, mais si on n'a pas le succès, on ne peut pas s'épanouir. On a donc besoin de ces trois vœux majeurs que je viens de former à votre endroit. Et comme invité pour cette édition inaugurale 2020, nous avons notre consultant politique Trésor Taboumaki. Bonsoir. Bonsoir. Également notre jeune leader du MR, le mouvement républicain d'obédience de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir et meilleurs vœux, monsieur Serge. Merci. Avec les deux, nous allons devoir briser la glace de l'actualité. Tout de suite, on se retrouve après le jingle de l'actualité locale. L'actualité locale, c'est justement ce qui se passe chez nous au quotidien. Nous avons évoqué le délabrement du réseau routier du côté de Moncomba. Regardez ce reportage. Le tronçon de la route nationale numéro 1 à la hauteur de Moncomba est dans un état piteux. Cette série de nids de poules donne l'impression que des éclats d'obus seraient tombés dans ses environs. Les usagers de la route se plaignent du mauvais état de cette route. Depuis que nous sommes arrivés en 2019, vraiment l'état devient vraiment dégradant. Donc nous demandons aux autorités de regarder ce problème-là. Même les véhicules pour arriver à Tister, vraiment c'est un collimat. Ils doivent dévier, même là où nous vendons les caillasses, là, vraiment, nous sommes comptés de leur libérer le passage afin qu'ils puissent passer pour arriver de l'autre côté là-bas. Ce qui justifie cet état de la route, la dégradation là, c'est dû au mar d'eau. Par contre, la voie est mal bâtie, mais il n'y a pas de canalisation. Les mares d'eau ne peuvent pas sillonner, donc ils sont contraints de stationner, de rester là où il y a le goudron. Parce que si la voie était bien canalisée, ça permettait à l'eau de circuler librement et aller dans les endroits approprié pour ça. La voie n'est pas canalisée, les eaux sont contraintes de rester sur place. Et voilà ce qui provoque la destruction de la voie et les embouteillages. Vraiment, nous, on a un souci parce que nous, on paie tous les taxes. Mais quand on roule ici, là, vraiment, la voie sont vraiment trop gaspillée. Donc nous, on voulait que nos voies arrangent toutes les routes de la ville de Pointe-Noire. Parce que nous, quand on paie tous les taxes, quand nous sommes en train de rouler, la route n'est pas bonne. La mairie qui doit arranger ça, parce que nous on paye tous les taxes. Le goudron qu'on met ici là n'est pas bon. Nous on voulait qu'on enlève tous les goudrons là, après on doit changer encore une autre goudron. Sur ce tronçon, les chauffeurs parcourent un véritable chemin du Saman qu'on assimilerait à un chemin de la Croix. De même, les usagers de la route payent les taxes de roulage. De même, les services municipaux doivent s'atteler à assainir les routes urbaines. Voilà, Homo sum, je suis homme, humani, nihil, rien de ce qui est humain, ame alieno puto, nommé étranger. Alors, Trésor Taboumaki, ça se passe entre Moncomba et le rond-point Tister, ce tronçon de route de la nationale, donc la RN1. Vous êtes humain, comme je le dis tout à l'heure, rien ne vous est étranger. Quelle réaction par rapport à ce état-là? Déjà, il faut dire que les images ont tout montré d'elles-mêmes, parce que lorsqu'on voit l'état de la route, elle est vraiment dégradée.
Mais il y a une chose tout simplement qu'il faut rappeler et que vous avez su le dire, c'est que cette route est une route nationale, donc qui relève de la responsabilité du pouvoir central. Et donc je pense que cette voie déjà qui dessert en tout et pour tout la ville de Pointe-Noire, que ce soit en bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent normalement se tourner vers cette route-là afin déjà de mieux l'aménager. Maintenant, pour revenir à la déclaration... Je voudrais rebondir, Trésor, vous me permettez, par rapport à votre propos liminaire. Quand vous dites que cette route appartient à la nation, je reprends en substance, est-ce une façon de dire qu'il faut attendre que le gouvernement vienne faire? Nous sommes dans la juridiction administrative d'une ville connue. Oui, en fait, et il y a des autorités locales. Bien évidemment, mais il faut faire le distinguo entre les routes urbaines et les routes nationales. Donc cette route-là est une route nationale, donc qui relève bien évidemment du ministère et de la compétence du ministère des Transports. Et donc je pense que de là va sans dire que la responsabilité de cette route, que ce soit de son aménagement et tout ça, revient au pouvoir central. Maintenant, on ne va pas aborder cette question. On est quand même à l'intérieur d'un arrondissement qui appartient à une ville bien connue. En d'autres termes, vous voudriez dire que pour assainir cette partie de la ville, il faut attendre le gouvernement. En fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que nous avons pris l'habitude de pouvoir... c'est d'ensemble à faire comprendre au grand public. Bien évidemment. Notre devoir, c'est de poser les questions que les téléspectateurs se posent. Est-ce que pour faire une route de Pointe-Noire, fût-elle une portion de la route nationale, on devrait attendre le gouvernement? Si c'est une route urbaine qui relève de la compétence de la mairie, eh bien, nous devons, nous citoyens de la ville de Pointe-Noire, pouvoir nous tourner vers les mairies, parce que cela relève de leurs compétences. Maintenant, quand il s'agit de cette voie, par exemple, qui concerne la route nationale numéro 1, eh bien, c'est de la responsabilité du pouvoir central. Maintenant, cela, en disant ça, je ne veux pas dire tout simplement de les dédouaner, c'est-à-dire nous avons une mairie qui doit normalement travailler, parce que en dehors de cette voie, il y a encore plusieurs voies, et cela a bien su être mentionné par... Pour ne prendre que, puisque nous évoquons les faits d'actualité dans le domaine du réseau routier, le cas du pont de Patra qui est quasiment dans un état de délabrement également avancé. Les populations de l'OSC de Nanga en maillent à partir de l'autre côté. Bien évidemment. Et donc, vous voyez que là, vous posez deux questions, deux problèmes majeurs qui relèvent. Un problème relève de la responsabilité de la mairie qui doit normalement faire son travail afin de pouvoir viabiliser la circulation dans la ville, et bien évidemment de l'autre côté vous posez un problème qui relève de la compétence du gouvernement qui doit aussi faire son travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'instauration des péages, les péages ne doivent pas prendre pour point de départ le rond-point Tister. Non, les péages sont mis sur la route nationale numéro 1, donc qui doit normalement passer jusque devant chez nous ici, sympathique, parce que cette voie-là, c'est une portion de la nationale numéro 1. Donc voilà qu'aujourd'hui, il y a des usagers qui payent leurs taxes, qui payent les péages, qui payent les taxes de roulage. Eh bien, les autorités, telles qu'ils soient, que ce soit les membres du gouvernement, comme les agents de la mairie, doivent assurer à la population des bonnes conditions. On revient sur vos trésors, Pabombaki, justement. Nous avons entendu ces plaintes, lorsque j'en crois votre chute, les plaintes des populations, ces usagers de la route qui ont dit « Nous payons nos taxes de roulage et généralement on fait pression sur nous, mais dans la matérialité des faits, eh ben, nous avons le décor que nous avons vu, une sorte de chemin du Saman pour dire parcours du combattant, destin gavé. » Bon, mais vous savez que lorsqu'il s'agit... Je rappelle à nos téléspectateurs, juste pour que leur cœur ne se trouble point, parce que vous arborez devant vous l'emblème de la République pour dire que vous êtes leader d'un parti politique qu'on appelle Mouvement Républicain. Et en cela, vous faites la promotion de la République. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, la République traverse des périodes difficiles et donc nous devons toujours montrer notre attachement à nos trois couleurs. Nonobstant les zones d'ombre. Oui, nonobstant, parce que le pays, malgré tout, ça reste notre mère et nous sommes obligés de supporter les caprices et tout ce qu'on nous impose, voilà. C'est la patrie, le nom affectif du pays. Alors, on va sur
votre réaction à ce sujet. Donc, on va revenir. Vous savez, je suis assez sidéré lorsque je constate que les pouvoirs publics, notamment la mairie de Pointe-Noire, pas seulement Pointe-Noire. Ce que nous venons de suivre, le reportage que nous venons de suivre, c'est une réalité étatique. On ne peut même pas parler seulement de Pointe-Noire, mais c'est ce qui se passe partout dans le pays. Que ce soit Dolisie, Pointe-Noire, Cailly. Déjà dans la partie septentrionale, il y a une partie de la route nationale numéro 2 qui n'est plus praticable. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous constatons que la plupart des municipalités de notre République est aujourd'hui dans une capacité de non-fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme l'a dit mon frère tout à l'heure durant le reportage, que eux qui payent les taxes chaque année, les taxes de roulage, mais nous ne voyons presque pas les travaux entrepris par la mairie de Pas de contrepartie. Pas de contrepartie, donc ça devient de l'arnaque. Et je pense qu'aujourd'hui, le conseil des transporteurs et autres a même le droit de porter plainte à la mairie de Pointe-Noire. Parce que ce que nous voyons... Plutôt que d'augmenter les coûts de voyage pour faire souffrir encore la population. Les voyageurs ou les populations. Ici, il s'agit des sujets, ça s'est passé par exemple, j'ai vu ça au Tchad par exemple, eux aussi ils avaient la même réalité, mais ce conseil-là est monté au créneau et a porté plainte contre la mairie de N'Djamena pour trouver des solutions. Et je pense que les solutions ont été trouvées. Aujourd'hui, je pense que les autorités de Pointe-Noire devaient se gêner un peu. C'est-à-dire que la mairie de Pointe-Noire aujourd'hui, avec ce que nous voyons, c'est l'image en quelque sorte de notre pays qui est mal véhiculée. Lorsqu'on prend les images de Pointe-Noire, de Brazzaville, les érosions et autres, on met sur les réseaux sociaux, partout les Congolais se trouvent, partout le monde se trouve avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'image du Congo qui est ternie. Et je pense qu'aujourd'hui, tant que moi, personnellement, c'est dire à ces chauffeurs-là, ceux qui payent les taxes et autres, que lorsqu'il n'y a pas contrepartie, lorsque la mairie ne joue pas amplement son rôle, parce qu'il s'agit des devoirs et des droits, et lorsque eux, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire, bien dans ce cas, il faut aller à la résistance. Alors, il faut aller à la résistance, Dixit Destin Gavé. Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est une parenthèse que je voudrais ouvrir, qu'on va refermer rapidement. C'est une digression utile. C'est au sujet de cette affirmation souvent entendue dans la rue. On dit en langue de chez nous, en langue Kitouba, Boal ke bien, bat ke imbi. Alors la question c'est, entre le pays et ses citoyens, c'est qui le mauvais? Le pays ou les citoyens? Donc il faut déjà dire que... Une sorte de question d'échauffement qu'on rattrape. Hein. En fait, ça se va dans les deux sens. Il y a un grand philosophe qui disait que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. La société, donc les hommes. Voilà. Donc, d'autres hommes qu'il rencontre. Bien évidemment. Est-ce que c'est le pays en tant qu'entité le pays en tant qu'entité géographique n'est pas mauvais. Mais par contre, notre société, notamment un certain nombre de nos dirigeants, pour ne pas dire eux tous, sont ancrés dans des pratiques un peu plus bizarres. Du coup, cela gaspille l'homme qui arrive dans cette société, et d'où le pourquoi nous vivons ce genre de réalité. Vous dites? Bah ouais, mais c'est pas... Oui, le pays ne peut pas être mauvais. Le Congo nous a tout donné. Aujourd'hui, le Congo nous offre des richesses que d'autres pays n'ont pas. Mais c'est la mauvaise gestion, c'est le mauvais cœur du Congolais aujourd'hui, qui veut privilégier tout, qui privilégie des intérêts égoïstes et personnels au détriment du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui on constate tout ce qu'on voit là. Parce que le maire de la ville de Pointe-Noire, lorsqu'il voyage pour aller à Dolisie, il passe par cette route, il constate ces difficultés-là. Dans sa 4x4 Prado, oui, climatisé, même s'il peut botter 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, il peut supporter. Mais est-ce qu'il a le souci vraiment des autres? Est-ce qu'il a le souci vraiment du peuple? Est-ce qu'il aime son pays? Parce que c'est là le problème. Est-ce qu'il aime sa ville? Parce que je ne peux pas comprendre. Je vais prendre un exemple simple. Le Premier ministre est venu ici en une mission de travail à Tchamanzassi. Il est passé par l'ex-péage Côte-Matev. Là-bas, il s'est formé un lac naturel. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont constaté que le Premier ministre venait, il fallait prendre une motopompe pour évacuer l'eau. Mais comme Dieu aime confondre les gens, au retour, il y a eu une pluie. Et les eaux ont encore rempli ce lac naturel artificiel qui s'est formé là-bas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque les autorités arrivent, on les emmène dans les endroits où ils ne peuvent pas constater les dérives de ceux qui gèrent les villes, et on veut masquer les choses. Mais si on a vraiment l'amour de sa ville, en tant que premier citoyen de la ville, est-ce qu'on peut circuler? Est-ce qu'il peut prendre d'abord le temps de circuler dans la ville de Pointe-Noire? Monsieur, quand on peut circuler pour constater réellement quel est l'état des avenues de Pointe-Noire?
Voilà. Donc c'est pour dire que le pays n'est pas mauvais. Mais c'est les dirigeants d'aujourd'hui, les dirigeants actuels, qui n'ont pas l'amour du pays. Voilà pourquoi nous souffrons. Est-ce que vous ne pensez pas, Destin Gavé, qu'au-delà de la mauvaise foi que pourraient y avoir les autorités locales, il y a aussi un souci de finances, d'autant plus que nous vivons dans un contexte de crise économico-financière? Vous avez déjà assisté à la session administrative ou bien à la session financière du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire. Vous savez combien est-ce qu'ils encaissent en termes de milliards chaque année? Donnez-nous des nouvelles alors. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Pointe-Noire et Brazzaville, c'est des villes qui ne peuvent pas avoir des difficultés en termes de... Déjà avec l'argent des taxes que nous avons. Vous dites qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne devraient pas avoir. Qui ne devraient pas, ils devraient pas avoir des problèmes. On parle donc au conditionnel qu'ils ne devraient pas avoir parce que nous avons appris dans les coulisses qu'avec la logique de l'unicité de caisse, tout l'argent travaillé dans les départements doit être enfreint. Et la péréquation se fait après. C'est ce qui cause du tort, justement, aux pouvoirs locaux et qui fait qu'aujourd'hui le président l'a reconnu. On est mal à partir avec la décentralisation. Mais dans ce cas, c'est parce que dès le départ, ils n'ont pas mis toutes les gages de sécurité pour cette décentralisation-là. C'est un problème. On a voulu aller vite en besogne sans pourtant mettre tous les cantons qu'il fallait. Et donc aujourd'hui, on constate que cette décentralisation devient en quelque sorte un non-événement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne constatons rien de cette décentralisation. Alors qu'on est monté au créneau sur ça, on a fait tous les discours qu'il fallait sur la décentralisation. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que cette décentralisation n'existe presque pas. Ce qui voudrait dire, pour recentrer notre propos en ce qui concerne le réseau routier tel que nous l'avons montré, tel que vous l'avez vu à travers ce reportage, logiquement, la mission d'assainissement de la ville incombe à la municipalité de la ville. Et peut-être aussi, comme l'a dit Trésor Pabombaki, vu l'ampleur de certaines sociétés qui ont une audience nationale, c'est vrai que c'est le gouvernement qui devrait intervenir parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle en termes de grands travaux. Non, en fait, il faut faire le distinguo. Allons-y, voilà, il faut faire le distinguo parce qu'il y a des routes aujourd'hui, on nous dit « Ah non, ça c'est pas l'affaire de la municipalité, il faut attendre les grands travaux. » Oui, en fait, il ne faut pas attendre les grands travaux, mais il faut faire le distinguo. Très clairement, c'est que le Congolais doit savoir vers qui tourner chaque fois qu'il est en face d'une difficulté. Et dans ce genre de contexte, je rappelle bien que nous sommes en face de deux types de routes lorsque nous sommes dans une ville comme Pointe-Noire. Nous avons des routes urbaines qui relèvent de la responsabilité de la mairie et dont la mairie doit s'engager, bien évidemment, avec les moyens qui sont les siennes à pouvoir entretenir ce réseau routier. Bien évidemment, le pouvoir central aussi, par le biais du ministère des Travaux publics et des Transports, doivent eux aussi également assurer ce qu'on appelle le bon entretien des routes nationales. Maintenant, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que nous sommes là, on est en train de parler d'une route qui a été mise en concession. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est à la Congolaise des routes de pouvoir entretenir cette voie-là. Et l'entretien ne doit pas simplement commencer à partir du rond-point, je répète encore, du rond-point Tisté, mais bien évidemment entrer jusqu'en ville. Donc, couvrir l'ensemble de la route nationale. Parce que c'est ça qu'on appelle la route nationale numéro 1 au Congo. Donc ça c'est un point de départ et un point d'arrivée. Voilà, au fait ça c'est un fait. Maintenant pour revenir très rapidement sur la question de la décentralisation, parce que là j'ai semblé écouter quelques chiffres, tout ça qui grince un peu les dents, c'est qu'aujourd'hui il faut dire les choses très clairement. Avec l'unicité des caisses, nous avons avec la mise en place, de dire la vérité, rien que la vérité, sans tâcher jamais avec la mise en place, d'écorcher les autorités. Bien évidemment, avec la mise en place de la caisse unique au trésor, donc CUT, qui a été mise en place en début 2017, notamment janvier-février 2017. Aujourd'hui, la déconcentration de pouvoir qui a été faite au départ ne concerne pas les fonds. Donc, lorsque les mairies, les collectivités locales font ce qu'on appelle leur rentrée, leur recouvrement, eh bien, ces collectivités sont censées redonner encore cet argent, notamment qui doivent être encaissés par le Trésor public, par le biais du CUT. Exactement. Voilà. Et donc, ce mécanisme-là, et après, le pouvoir central est censé leur retrocéder leurs fonds. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les mairies ont de l'argent parce que juste 2 secondes pour chuter. Dans la dynamique de la rétrocession qu'il y a problème. Bien efficace. Est-ce que ces mairies
accèdent toujours facilement. Non, en fait, il faut dire les choses très clairement. Ah, parce non, que le mécanisme de décentralisation tel qu'elle a été conçu aujourd'hui par le pouvoir ou bien par la classe politique, elle est biaisée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas Vous dites qu'elle est biaisée, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mécanismes mis en place vont pouvoir permettre à ce qu'on appelle des hommes... De s'enrichir illicitement. Non, pas des hommes de s'enrichir ilicitement, On y arrive, mais à des hommes nommés pour gérer ce qu'on appelle les collectivités. Or ça, c'est un problème parce que ces hommes-là vont pouvoir gérer ce qu'on appelle le contribuable. Moi, j'aurais aimé que par le biais des mécanismes de la décentralisation, que l'on puisse mettre en place un système électoral qui va pouvoir définir qui gérera bien évidemment les fonds, mais pas sur la base d'un projet politique et non sur la base d'une élection indirecte par le biais des grands électeurs. Voilà, Omosum Oumani Nikhil Amey Alienum Pouto, je suis humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Un dernier aspect sur cette route qui devrait retenir notre attention. Oui, mais c'est comme il a dit qu'aujourd'hui, cette route a été mise en concession, avec aujourd'hui la route nationale numéro 1, c'est la route nationale la plus chère au monde, avec plus de 7 péages. Et j'ai vu la distance entre deux villes de Côte d'Ivoire, séparées de 598 km avec 2 péages, alors que chez nous, il faut mettre beaucoup de péages pour enarquer le peuple, dépouiller le peuple qui souffre déjà. Et que la Congolaise des routes, cette compagnie fictive avec 2 blancs à la tête qui sont venus pour témoigner encore tout ce que nous connaissons dans le pays, que cette compagnie trouve des solutions qu'il faut. Parce que, vous savez, lorsqu'on fait des petites analyses, c'est des millions qui rentrent chaque jour avec ces différents péages. Et donc, il faudrait également que nous puissions ressentir exactement, comme on a dit, leur expliquer exactement où commence la route nationale, où se termine la route nationale pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc ici, il s'agit de la mairie de Pointe-Noire, il s'agit du ministère de l'entretien routier, il s'agit de la Congolaise des routes comme il s'agit de la nationale. Voilà, donc tout ce monde-là sont responsables et aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. Voilà, c'est le peuple qui souffre dans tous les cas, que ce soit des portions de route qui sont de la compétence de la mairie, la municipalité locale ou du gouvernement, ce que les populations attendent, ce qu'attendent les usagers de la route, c'est le bon état du réseau routier. Nous allons devoir embrayer sur l'actualité nationale. Et l'actualité nationale, c'est justement le message du 31 décembre 2019, un message relativement important pour la République parce que le président en a profité non seulement pour présenter ses vœux de nouvel an aux citoyens et à tous les autres qui ont choisi le Congo comme deuxième patrie, mais aussi possibilité de revenir sur les repères indiqués lors de son discours sur l'état de la nation le 17 décembre. Je vous donne de suivre un extrait de ce message. Mes chers compatriotes, 2019 termine sa course dans quelques heures pour céder la place à une nouvelle année qui prendra le relais dans un contexte de crise économique et financière de moins en moins exacerbée et des calamités naturelles sans précédent consécutives au dérèglement climatique. Surtout, elle aura à son bord un repère important, essentiel pour notre histoire, les 60 ans de notre indépendance. En 2020, la crise sera toujours présente, mais l'étau va de plus en plus se desserrer avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques, le pays étant sorti de la récession depuis 2018. Pour ces 60 ans chargés d'histoire, notre pays s'honore des combats héroïques
menées et des avancées gravées dans le marbre de la grande maturité, de la notoriété. Chaque citoyen de notre pays doit se sentir fier d'être congolais et se mobiliser en permanence au bénéfice de la cohésion nationale, de la paix et de la prospérité pour un mieux vivre ensemble. Pour cela, je présente mes vœux les meilleurs au peuple congolais ainsi qu'à nos hôtes étrangers qui ont choisi de vivre dans notre pays. Que l'année 2020 apporte la paix, la santé et le bonheur dans toutes les familles pour que vive la République. Bonne et heureuse année 2020. Voilà, vous l'aurez compris. Il n'y a pas de confusion, hein. C'est vrai que dans un laps de temps, le président a fait deux communications et donc les gens confondent le discours du 17 décembre qui était à la vérité conformément à la Constitution, un État sur l'état de la nation, un discours sur l'état de la nation. Par contre, le discours du 31 décembre, également traditionnel, consiste pour le président de la République dans la présentation des vœux aux citoyens. C'est le message qui nous concerne aujourd'hui et donc je voudrais, pour la compréhension de nos téléspectateurs et pour une économie de mots, noter 2019 termine sa course dans quelques heures pour céder la place à une nouvelle année qui prendra le relais dans un contexte de crise économico-financière de moins en moins exacerbée et de calamités naturelles sans précédent consécutives au dérèglement climatique. Elle aura à son bord un repère important, essentiel pour notre histoire, les 60 ans de notre indépendance. En 2020, la crise sera toujours présente, mais l'étau va se desserrer de plus en plus, se desserrer, oui, pas se resserrer, se desserrer de plus en plus. Le redressement progressif des équilibres macroéconomiques du pays devront aider à cela. Ne pas céder au triomphalisme et à la facilité. Pour l'année 2020 qui démarre, les différents axes d'action sont balisés par les grandes orientations déclinées dans le message du 17 sur l'état de la nation. Ces directives devront être d'application ferme si nous voulons privilégier l'efficacité pour arriver à des résultats probants, dixit le président de la République. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes semblent demeurer stationnaires, ne bougent pas, d'où les dérèglements climatiques que nous connaissons. Chaque citoyen de notre pays doit se sentir fier d'être congolais et se mobiliser en permanence au bénéfice de la cohésion nationale, de la paix et de la prospérité pour un mieux vivre ensemble. Vœux au peuple congolais ainsi qu'à ses hôtes étrangers qui ont choisi la République comme leur deuxième patrie. Voilà les points majeurs de cette communication du président de la République. Alors, comment avez-vous, en tant que compatriote, reçu ce message? Bien évidemment, comme tous les compatriotes, on ne peut que se réjouir d'un message des vœux. Parce que là, il faut dire que lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui vous souhaite des vœux, les meilleurs, eh bien, vous le recevez avec beaucoup plus de plaisir. Maintenant, par rapport au contenu du discours, de l'adresse à la nation, sur un message des vœux de 2020, mais il faut dire que le contenu, lui-même, il a su le dire, c'est que les axes tracés dans le discours sur l'état de la nation du 17 décembre 2019 vont être respectés si et seulement s'il y a de la fermeté. Mais je pense que celui qui est censé exercer cette fermeté, c'est d'abord lui-même. Et donc je pense que... En d'autres termes, la fermeté devrait commencer par les autorités. En fait, la fermeté devrait d'abord commencer par l'autorité suprême qui est le président de la République, qui doit être non seulement ferme, mais aussi rigoureux dans la mise en place
et dans la poursuite des axes tracés par lui-même dans son discours. Donc je pense que ça c'est une question fondamentale. Maintenant dans le contenu, aujourd'hui il faut dire que c'est vrai que les taux sont en train de se desserrer vis-à-vis de la crise, mais il faut aussi non pas oublier... C'est un acte de vérité pour le chef d'État quand même d'affirmer, parce qu'il faut dire en passant, il y a des Congolais qui ont mal perçu cette précision, alors que ce n'est qu'une vérité vraie. Pour certains, il ne fallait pas que le président dise que la crise continue. Mais c'est une vérité vraie. Elle perdure, mais les taux se desserrent. Vous savez, en matière de communication, il est juste et bon d'être véridique, parce que dès l'instant que vous allez faire circuler une fausse information, eh bien, le lendemain... Il y a de fortes chances que vous soyez rattrapé. Voilà, et donc je pense que sur ce coup-là, il n'a fait que dire de la vérité. Mais sauf que il faut aussi rappeler aux citoyens qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été retranchées. Pourquoi? Parce que bien que les taux sont en train de se desserrer, bien évidemment, la dette du Congo reste encore insoutenable. Et d'où le pourquoi il y a eu, bien évidemment, report de la seconde tranche de versement que le FMI devait normalement prêter aux Congolais. Et donc, ça veut dire que nous avons encore des efforts à fournir. Bien évidemment, nous avons encore des efforts à fournir. Le président n'est pas passé par le dos de la cuillère pour revenir sur cette fermeté. Bien évidemment. Et donc là, je pense que c'est vrai que la plupart des gens n'attendent plus rien du gouvernement, mais il faut dire bien évidemment que ça sera beaucoup plus nécessaire qu'il puisse veiller à cela pour le bien de tous. Voilà, veiller à cela pour le bien de tous, mais je reviens sur la fermeté dans le travail, comme disent les latinistes. Labor omnia vincit improbus. Un travail opiniâtre, acharné, vient à bout de tout. Il ne s'agit pas d'être paresseux et d'attendre que la manne continue à tomber du ciel. Aujourd'hui, on ne parle plus en termes de manne. Oui, mais c'est vrai, mais au fait, vous savez, je ne crois plus à un certain nombre de discours des hommes politiques. Pourquoi? Parce que nous avons vu en 2017, lorsque le Premier ministre avait d'abord déposé... Président, permettez, on y reviendra. J'aime bien cette question, elle est d'ordre général, mais dites-moi, pour terminer avec ce message du chef de l'État, la dernière partie porte sur une sorte d'invite à tous les citoyens d'être fiers d'être Congolais. Vous l'êtes, vous? Oui, en fait, tous les Congolais, à vrai dire, devraient être fiers. Pourtant, ce n'est pas la réalité. C'est ce que je dis. Au fait, si ce n'est plus la réalité pour certains Congolais, bien évidemment, c'est par rapport aux réalités que ces Congolais vivent sur le terrain. Par rapport aux réalités que les Congolais vivent sur le terrain. Alors, on se tourne du côté de Destin, qui a encore un sourire pour dire que j'attendais de rebondir justement sur la question. Mais oui, lorsque le président nous demande d'être fier d'être Congolais, c'est parce qu'au fond de lui, il sait que les Congolais ont perdu espoir. C'est-à-dire que les Congolais ne sont plus fiers de leur pays. On le voit sur les réseaux sociaux où les Congolais sont déçus. Mais je pense que j'ai lu ce discours de vœux, qui est l'avant-dernier de son mandat, il faut le rappeler. C'était un discours, c'était un acte quotidien, c'est-à-dire qui devient un peu politisé aussi, parce que déjà il avait tenu un discours sur l'état de la nation, le 17, et aujourd'hui il est revenu sur un certain nombre d'orientations. Bon, c'est pour dire que même le président lui-même sait que son gouvernement aujourd'hui est incompétent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le président demande aux Congolais, je ne sais pas à qui il s'adresse réellement, si c'est à son gouvernement qu'il s'adresse ou c'est aux citoyens lambda qui fait ses chants à Mongoulou Sud là-bas. Lorsqu'il demande de privilégier l'efficacité. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est son gouvernement qui est inefficace. Parce que tout ce qu'ils ont pu faire... En d'autres termes, cette demande ou cette invite à l'efficacité devrait s'adresser au gouvernement. Mais attends, il s'adresse à qui? L'efficacité dans quel secteur? Parce que lorsqu'il parle de l'efficacité, c'est dans ses orientations qu'il a dû donner lors de son message du 17. Lorsqu'il parle de la rigueur dans le travail. Mais naturellement, c'est au pouvoir public de régenter la vie de la société. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un discours, c'est des redites, c'est des choses qu'il a toujours dit depuis 2016 lorsqu'il a été élu. Et aujourd'hui, il va vers la fin de son mandat. Bon, il faut appeler les gens à la cohésion nationale, il faut appeler aux Congolais d'être fiers de leur pays, etc. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce discours ne nous surprend pas. Il ne pouvait pas aller au-delà de ce discours. Je pense qu'aujourd'hui, si le président veut réellement que les choses changent,
il doit prendre le bâton de Moïse. Parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement prendre le bâton de Moïse? Et prendre le bâton de Moïse, ça veut dire qu'il doit montrer la voie. C'est-à-dire qu'il doit tracer le chemin qu'il faut. Il est chef du gouvernement, c'est lui qui nomme et qui... Chef de l'État, voilà, excusez-moi. C'est lui qui nomme les ministres et met fin à leur fonction. Le président de la République est chef de l'État, le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est ce que je dis, c'est lui qui nomme les ministres et met fin à leur fonction. Si aujourd'hui, après 3 ans et demi, en avril, nous serons à 4 ans que moi, Mamba est Premier ministre avec son gouvernement, où on fait le jeu de chaise musicale. Si on constate qu'il n'y a pas de l'efficacité, est-ce qu'on a besoin de venir dire aux Congolais d'être efficaces dans le travail, de privilégier l'efficacité? C'est à lui de trouver des gens efficaces qu'il faut mettre à la place qu'il faut pour que le pays change. Vous pensez qu'avec les mêmes personnes, pendant 22 ans, 23 ans, les mêmes têtes qui n'arrivent pas à faire décoller le pays, c'est à 2-3 ans de la fin de ce mandat que les choses vont changer? En d'autres termes, comme le disent les sachants, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc aujourd'hui, le président est dans une situation cornélienne. C'est à lui de faire des choix qu'il faut. Aujourd'hui, on a besoin du son nouveau. Opérer les meilleurs choix. Voilà, le Congolais n'a plus besoin, le Congolais a perdu volonté, perdu confiance à ce gouvernement. Parce que ce gouvernement a montré ses limites. Donc aujourd'hui, s'il veut de l'efficacité, qu'il trouve des gens qu'il faut pour l'efficacité. Au lieu de tourner, de jouer au jeu du cache-cache. Au lieu de tourner avant jouer au cache-cache, voilà. C'est au président de la République de trouver des compétences pour pouvoir booster l'action du gouvernement. On revient, Trésor, sur cette parenthèse qu'on refermait tout à l'heure, sur ces réalités de chez nous où nos citoyens ne croient plus au discours politique, mais plus longtemps, j'allais dire un peu en amont, nos parents ont pris, je ne sais pas si c'est la mauvaise ou la bonne habitude de dire, la politique c'est l'art de mentir. Donc, tout ce que l'on dit, c'est du mensonge, personne n'y croit. C'est ce qu'on voudrait dire? Bon, il faut faire un distinguo aussi sur cette question. Mais allons-y, on est là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est vrai, j'accepte souvent ce genre de propos. La politique, c'est l'art de mentir. J'accepte souvent ce genre de propos lorsque je suis dans la rue. Mais lorsque nous sommes sur un plateau télévisé, le mieux serait de pouvoir expliquer aux gens c'est quoi la politique. Mais allons-y, expliquez à nos téléspectateurs pourquoi nos parents pensent que la politique, c'est l'art de mentir. Non. Lorsque nous-mêmes avons vu que ce qui se dit, ce n'est pas ce qui se fait. Non. Si vous me posez la question que pourquoi nos parents pensent que la politique, c'est l'art de mentir, eh bien, la réponse est claire. C'est ce que tout le monde connaît. C'est tout simplement parce que ce que disent les politiques ne se matérialise pas. Et donc, non souvent, et bien évidemment, il faut aussi mettre l'accent sur ça, c'est que les politiques font souvent des promesses sans pour autant non, pas simplement qu'ils ne tiennent pas, mais sans pour autant connaître la réalité du pays. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un bon politique doit d'abord commencer à faire un état des lieux. Sur quelle base fait-on les projets de société? Voilà. Sur quelle base fait-on les projets de société? Non, je reviens tout à l'heure. C'est comme non, voilà. Quand tu dis les petits font des promesses, la réalité du pays. Non, nous savons tous que la majorité des politiques congolais résident ici au Congo. Donc ils connaissent les projets de société. Ils connaissent la réalité du pays. Comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas les réalités du pays? Ils font semblant de ne pas connaître. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Non, très facilement, je vais vous expliquer. Je vous en prie. Tout à l'heure, il y a 2 minutes de cela, il y a Destin qui disait qu'aujourd'hui, le gouvernement était inefficace et que le président de la République devait choisir des hommes compétents. Mais il faut dire l'homme qu'il faut à la place il faut dire les choses. Il faut dire les choses très clairement. Lorsque vous allez dans les rues, vous discutez avec les Congolais, eh bien, je vous garantis qu'aucun Congolais aujourd'hui pense qu'en changeant des hommes, même au sein du gouvernement, qu'il y aura bien évidemment des résultats concrets. Ça, c'est un point. Donc, ça veut dire que déjà, lorsque nous faisons nos projections, nos analyses... Que ce n'est pas tant le changement d'homme qui compte... Non. Changer totalement un système, finalement. Il faut changer un système. Oui, qu'est-ce qu'il y a à le faire? Ce que je dis, c'est qu'il faut changer la politique. Il faut changer la vision politique. Mais c'est le système. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement... On peut changer tous les hommes autour du président Sassou. Le système, ça les ministres, les membres du gouvernement ne font que le travail qui leur est assigné par rapport à la vision tracée par le Destin dit que c'est une question de système. Et dès lors, on peut changer quelques hommes, mais si le système reste tel quel, on a le même résultat. Même les nouveaux qui vont intégrer le système vont reproduire les mêmes clichés. Mais donc, dans ce cas, vous convenez avec moi que la proposition faite par Destin
en disant qu'il faudrait que le président de la République puisse trouver des hommes compétents qui vont rentrer au gouvernement afin de pouvoir apporter du son nouveau, eh bien, c'est paralysé, c'est mort. Non, on est de ce point de vue-là, certainement. Voilà, donc là, on est d'accord. Maintenant, on prendra des compétences pour le même système. Voilà. Ils se laisseront phagocyter. Et donc, aujourd'hui, la solution serait d'avoir une vision claire pour le pays. Partons, je dis bien, sur les acquis déjà que nous avons. Qui doit incarner cette nouvelle vision? Ceux qui doivent incarner cette nouvelle vision, et bien évidemment, ce sont les politiques, ce sont les différents candidats aux élections présidentielles. Donc ça veut dire, si je comprends bien pour Trésor, si je comprends bien pour Trésor, il a compris que le président Sassou n'est plus l'homme de la situation. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est quoi? C'est que en d'autres termes, non, ce n'est pas simplement moi qui viens de comprendre, mais tous les Congolais. Il exprime son point de vue. Mais bien évidemment, mais c'est toujours le Congolais. Mais monsieur Serge, c'est ce qu'on a toujours dit sur ce plateau. Veut du changement. Tous les Congolais ont besoin d'un changement. Ah oui, un vrai changement. Pas un changement en termes, voilà, on va déshabiller. Pas un changement hypocrite. Pierre, parce que ça, en réalité, ça ne sera jamais un changement. Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est refonder le Congo, changer un système. Il faut. Je dis bien ceci, parce qu'on ne doit pas faire ce qu'on a eu à faire dans les années 90, où on a balayé un certain nombre d'acquis que nous avons. Est-ce que le changement profond, le changement qualitatif qu'on voudrait, c'est simplement déshabiller Pierre pour habiller... Non, mais monsieur Serge, vous savez... Parce que le drame d'Estin, j'allais dire le drame, un drame pour les politiques, c'est généralement « ôte-toi que je m'émette ». Alors, parce qu'on ne veut plus de quelqu'un, on voudrait prendre sa place, parce que ici, oubliant que si je comprends bien, la responsabilité ou le destin d'un pays, c'est une grande responsabilité. Et pour y arriver, il faut avoir, comme dirait... les compétences nécessaires. Les compétences nécessaires, mais les couilles bien suspendues, passez-moi l'expression. Moi, j'ai compris une chose. Vous savez, si on peut résumer la question du message des vœux, voilà tout ce que nous avons eu à dire ici. Le Trésor vient de dire quelque chose de fondamental. Il dit aujourd'hui, les ministres ne font que suivre les instructions données par le président de la République. Donc aujourd'hui, si le président Sassou décide que l'efficacité soit sur la table, l'efficacité sera sur la table. Donc en quelque sorte, le véritable responsable de cette inefficacité du gouvernement actuel, c'est le président de la République. C'est ce qu'il a voulu dire. Implicitement. Mais c'est vous qui le dites, c'est pas lui qui l'a dit. Vous interprétez ça. Trésor. C'est bien qu'ils me rejoignent dans cette position. Pourquoi? Parce que nous le disons depuis fort longtemps. Ah oui. Eh bien, donc c'est bien que vous... Je partage le même point de vue. Voilà, donc c'est bien que certains parmi nous puissent déjà voir ce genre de choses. Voilà, si nous partageons le même avis sur la nécessité du changement, mais un noble changement qui ne consisterait pas simplement dans le changement d'homme, mais surtout dans le changement de mentalité, parce que comme aimait à le dire Lénine, la véritable révolution passe par le changement de mentalité. Eh bien, parce que si vous n'avez pas changé votre mentalité, on peut vous donner tout l'argent du monde, vous ne ferez rien avec. Donc, il faut commencer par changer sa manière de voir, de sorte que, eh bien, avec les richesses que la nature a données à notre pays, nous soyons capables de promouvoir le développement, comme on dirait sur d'autres cieux, le développement intégral, c'est-à-dire de l'homme, mais alors de tout l'homme, non seulement l'homme physique, mais aussi l'homme mental ou spirituel. Nous embrayons sur la dernière rubrique Actualité internationale. On se retrouve après ce jingle. L'actualité internationale, ce sont ces balbutiements, j'allais dire, du président sénégalais Macky Sall, qui dit ni oui ni non pour le troisième mandat. Il pense que s'il se prononce maintenant, ses membres du gouvernement ne vont pas travailler. Pour le moment, il n'a pas besoin de se prononcer, il attend le moment opportun. Et donc, eh ben, implicitement, ceux qui supputent pensent qu'il cache un jeu que je vous propose de découvrir à travers le reportage. Au cours d'un entretien accordé à une dizaine de journalistes issus de différents médias sénégalais le 31 décembre, que Macky Sall a fait deux affirmations qui ont fait rejaillir le débat sur un potentiel troisième mandat en 2024. En répondant à une question fermée d'un journaliste, seriez-vous oui ou non candidat en 2024? La réponse de Macky Sall est sans filtre.
ce sera ni oui ni non, avant de dire un peu plus tard que s'il dit que non, il ne sera pas candidat en 2024, les membres de son gouvernement ne vont plus travailler et vont se lancer dans une querelle pour lui succéder. Deux affirmations qui ont été largement commentées par les Sénégalais. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies dans les rues de Dakar. En tant que jeune africain, moi je préfère pas qu'il fasse une troisième mandat. Il n'a qu'à faire ce qu'on attendait de lui. Pour moi, c'est ça qui est important, quoi. C'est le président Macky Sall qui doit s'adresser aux Sénégalais, dire clairement ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va se représenter ou pas? Selon la constitution sénégalaise, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais la constitution sénégalaise avait été modifiée lors d'un référendum en 2016, ouvrant potentiellement une brèche à ceux qui pensent que Macky Sall peut se présenter en 2024. Pour eux, le décompte des mandats de Macky Sall démarre avec sa réélection en 2019. Et ainsi, son mandat actuel serait son premier mandat depuis le référendum de 2016. Une argumentation complètement balayée par les membres de l'opposition et de la société civile. Ces derniers disent qu'ils vont opposer une résistance farouche à toute tentative de Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. Voilà, nous en étions du côté de Dakar au Sénégal. Le 31 décembre dernier, le président de cette république, Macky Sall, abordé par la presse, a dit qu'il ne se prononçait pas encore sur un 3e mandat. Il ne disait ni oui ni non, mais en tout cas, en son temps, il devrait se prononcer. Bon, vous avez suivi ce reportage, vous avez entendu qu'il y a des ambitions sous-jacentes lorsqu'on sait, par exemple, qu'en 2016, il y a eu un référendum et que logiquement, son mandat ne commence qu'à partir de 2019, donc il peut briguer le prochain mandat. Eh bien, ça met de l'eau à la bouche, Trésor Pabouba. Oui, en fait, ça met de l'eau à la bouche, c'est vrai, mais sauf que quelquefois, nous devons être clairs avec nous-mêmes. C'est que nous devons apprendre à respecter nos propres constitutions. Et aujourd'hui, la constitution du Sénégal donne la possibilité au président de pouvoir être encore candidat aux prochaines élections. Mais je pense que sa réponse a été une réponse sage. Pourquoi elle a été sage? Parce qu'il vient à peine d'être réélu, ça fait à peine 11 mois. Et donc, déclarer qu'il ne serait pas candidat, bien évidemment, va créer ce qu'on appelle des fronts et des franges au sein même de son gouvernement, ou bien du rassemblement du pouvoir, et qui risquerait bien évidemment de détourner un certain nombre de leaders qui occupent des fonctions ministérielles à pouvoir faire leur travail. Donc, Trésor, on a la nette impression que les cadres ne sont au pouvoir que pour s'arc-bouter sur leurs intérêts propres. Bon, si vous parlez de ça en termes des ministres qui l'accompagnent, je pourrais vous dire oui. Mais si vous parlez en tant que président, parce que lorsqu'on gère un État, il faut avoir au moins le niveau de pouvoir garantir la stabilité de l'État et la bonne marche. Je pense qu'en tant que président, il a pris une bonne décision. Maintenant, là où je trouve de bizarre, c'est que nous avons souvent un certain nombre de journalistes qui se plaisent à poser ce genre de questions. Parce qu'il faut rappeler les choses. En 2007, lorsqu'il y a eu les élections en France, le président Chirac pouvait, et bien évidemment, se présenter. Mais il n'y avait aucun journaliste qui lui avait posé cette question. Monsieur Chirac, est-ce que vous pouvez, bien évidemment, vous porter candidat? Je me sens concerné parce que journalistes, les questions, nous les posons en fonction des besoins de la population. Nous ne sommes que la voix des sans-voix, en relais, et en fonction de l'environnement. Bien évidemment. Vous ne pouvez pas penser que la France a les mêmes problèmes bien évidemment. Donc, dans ce cas, si et seulement si un journaliste se permet de poser cette question, ça veut dire que ce journaliste, étant intellectuel, voit bien évidemment qu'il y a la possibilité que X ou Y soit éventuellement candidat. Et dans ce reportage d'Estin, le reporter précise que, conformément à la constitution sénégalaise, après 2 ans, puisqu'il est là depuis 2012, Macky Sall devrait être au terme de son mandat. Non, mais sauf que la Constitution avait été révisitée il n'y a pas très longtemps. Donc, nous en avons parlé tout à l'heure et vous avez donné votre point de vue. Bon, mais moi je pense que c'est la réalité dans tous les pays africains. C'est-à-dire que les présidents africains, une fois au pouvoir, ont cette impression-là qu'il n'y a pas une vie après le pouvoir. Hier, j'ai vu les photos de Barack Obama en pleine plage en train de faire du sport. C'est qu'il y a une vie après la présidence.
Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord préciser qu'il faudrait qu'il y ait une différence entre troisième mandat et troisième candidature. C'est ce qu'a dit le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. En Afrique, on a comme l'impression que lorsqu'il y a candidature, il y a forcément mandat. Or, il faut qu'il y ait d'abord élection avant de parler de mandat. Maintenant, concernant cette question, Macky Sall lui-même, il était le premier lorsqu'il a pris le pouvoir en 2012 en disant que je ne ferai que 2 mandats. Un mandat, il avait dit. C'est ce que tout le monde dit. Un mandat même, voilà. Après, il a commencé à tourner un peu autour du pot, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que... Il en a été le cas pour le président béninois également, Talon. Effectivement. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait que les dirigeants africains puissent avoir la mentalité occidentale, c'est-à-dire la notion de la norme, le respect des institutions. Voilà. Lorsque c'est 2 mandats, tu as fini tes 2 mandats, il faut partir. Lorsque c'est un mandat, tu as été battu par les urnes, tu cèdes la place aux autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est en train de tergiverser lorsqu'il dit je ne peux pas créer la course à la succession parce que les ministres doivent travailler, etc. Mais attends, est-ce que aujourd'hui, s'il dit non, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Macky Sall a limogé beaucoup de ses ministres qui ont essayé d'aborder cette question. C'est la première fois que lui-même il aborde cette question. Ça veut dire que s'il aborde cette question, ça veut dire que c'est une... Il en porte-à-faux avec des autres qui le représentent. Voilà. Est-ce que pour revenir très rapidement, si on doit bien évidemment se conformer aux politiques occidentales, eh bien, vous avez bien su le dire, c'est que c'est en respectant la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, la question fondamentale, le président Macky Sall est éligible en 2024 ou pas? Non, il y a un problème d'interprétation de la Constitution. Il y a un problème d'interprétation. Parce que lorsqu'ils ont changé leur constitution d'après certains politiques sénégalais... Non, mais d'après vous-même, votre appréhension sur la loi fondamentale sénégalaise, est-ce que le président Macky Sall peut ou ne pas se C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un débat là-dessus. Lorsqu'il y a eu révision de la loi fondamentale c'était en 2016, voilà. Je pense que cette question-là, pour certains, ça n'a pas été appliqué, ça n'a pas été touché dans le fond. C'est-à-dire que Macky Sall, normalement, est inéligible en 2024. Cette question, c'est ce que je dis. Cette question ça pose problème. Mais c'est l'interprétation des textes aujourd'hui. Pendant longtemps. Voilà, je pense que les élites africaines doivent prendre... Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, au niveau de l'Afrique, cette tendance de tripatouiller les constitutions, de les modifier, de les biaiser, alors que c'est des lois fondamentales, sans source de conflit, justement. La différence... De la même manière que l'organisation des élections est généralement source de conflit, parce qu'on est toujours porté à tricher, mais aussi que la grande tendance actuelle à modifier les constitutions est aussi source de conflit. Je pense que... rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute. Voilà, très rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être clair. La question des 3e mandats a divisé et a meurtri l'Afrique pendant plus de 5 ans. Et donc, aujourd'hui, les élites doivent apprendre une chose, c'est que nous avons des textes fondamentaux que nous devons respecter. Et si aujourd'hui, la Constitution donne la possibilité à un individu d'être candidat, et si vous n'êtes pas d'accord, mobilisez la population afin de pouvoir le battre dans les urnes. Merci pour cette précision. Rapidement, 2 minutes. Oui, effectivement, je pense qu'il a raison, j'épouse son idée. Aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai vu par exemple la proposition de Tsatsima Biala qui a dit lors d'une conférence de presse qu'il faut une transition pour qu'en 2023 le président Sassou ne soit plus candidat. Je pense que c'est des arguments débiles et banals. Le président Sassou, la Constitution lui permet d'être candidat jusqu'en 2026. Voilà. Donc si en 2021 il pense être candidat, il n'y a pas de problème. Mais il doit savoir que son plus grand ennemi, c'est le peuple. Et s'il faut le battre dans les urnes, on va le battre dans les urnes. Donc évitons de personnaliser, de personnaliser, voilà, au détriment des... Aujourd'hui, c'est le même problème en Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara veut modifier, Alpha Condé veut modifier, parce que je me pose la question, est-ce que le jour que je serai président de ce pays, est-ce que moi aussi je veux... Vous ne seriez pas tenté, surtout que vous êtes leader, vous ne seriez pas tenté de modifier la Constitution. La réflexion continue au-delà de cette tribune. Merci, en tout cas, c'était la toute première édition de cette année 2020 qui concerne le briefing de l'actualité. Rapidement. Oui, je profite de présenter les vœux les plus chaleureux à l'ensemble du peuple congolais en général et à la population de Pointe-Noire en particulier, que cette année
malgré la misère imposée par le régime actuel, malgré l'état précaire des routes que nous avons, les hôpitaux qui sont en manque, malgré pour la ville de Pointe-Noire qui n'a pas d'université alors que c'est une ville qui contient plus d'1 million d'habitants. Mais je voudrais que, malgré la souffrance, que cette année soit quand même une année meilleure pour ces populations, que chacun dans son espace de vie trouve réconfort, prospérité, santé, amour, joie. Et je voudrais finir par ce verset biblique qui est dans Ecclésiaste 8 dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, tant qu'en vie il a de l'espérance. Je pense qu'en 2021 il y aura de l'espérance pour le Congo. C'est par ces mots que nous bouclons ce tout premier numéro du LBIA 2020. Tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Merci à Trésor Pabomaki, merci à Destin Gavé. Merci à vous. On se retrouve le dimanche, vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.